Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dimanche 5 juillet 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Eh, me revoilà. Quelle belle chemise tu portes. Ouais, j'ai un appareil dentaire et je porte un de mes t-shirts du 4 juillet. Oui, très bien. Larry, j'aimerais qu'on se concentre sur les États-Unis et sur leur politique étrangère. Mais avant d'en arriver là, hier, on a appris que 8 avions américains A-10 Warthog avaient été déployés en Jordanie. On dit que ce genre d'appareil est utilisé pour des opérations au sol ou quelque chose comme ça. Quelle est votre compréhension de cette décision et pourquoi était-il nécessaire de les envoyer puisqu'ils sont déjà en Jordanie? Eh bien, s'ils les ont envoyés, et encore une fois, je n'ai pas vu ce rapport, donc je ne sais pas si c'est juste une rumeur sur Internet ou quelque chose de confirmé, mais s'ils les ont envoyés, c'est pour les utiliser dans ce qu'on appelle l'appui aérien rapproché. Autrement dit, ils serviraient dans le Golfe Persique contre des navires iraniens. Et vous savez, si les États-Unis décident vraiment de faire ça, ça va déclencher une réaction énorme. L'Iran va commencer à bombarder la base aérienne d'Al-Mawafik al-Salti, là où ces avions sont stationnés. Donc, ils vont décoller, mais quand ils reviendront, il se peut bien qu'il n'ait plus de piste où atterrir une fois que l'Iran en aura fini avec eux. C'est donc une nouvelle tentative des États-Unis pour, à mon avis, intimider l'Iran et essayer de contrôler ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Si on regarde la carte, on voit tout de suite combien de navires circulent et à quel point l'activité est intense. En ce moment, il y a un navire appelé le Seabus, un transporteur de gaz de pétrole liquéfié, du GPL. Il a chargé sa cargaison au port émirati de Khor et il se dirige maintenant vers la route omanaise. Je ne sais pas si l'Iran va le laisser passer ou tenter de le défier. Il n'y a pas beaucoup de navires qui prennent cette direction, mais il y en a quelques-uns. En revanche, il y en a beaucoup plus qui sortent du côté iranien. Oui, donc il semble que l'administration Trump essaye d'une certaine manière de contrôler Israël dans l'ensemble. On a deux camps qui s'affrontent. Je ne sais pas si ça va les ramener à la guerre, à une nouvelle phase de guerre. Mais ce genre de confrontation va s'intensifier. On l'a déjà vu avec le blocus, et ce sera pareil. Je ne vois pas comment éviter ça, parce que forcément, les deux camps vont finir par s'attaquer s'ils se retrouvent face à face dans le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, le détroit est très étroit. Il n'est pas si large que ça. Oui, c'est à peu près 30 km de distance. Donc oui, ce n'est pas grand. Encore une fois, déployer ces A-10 en Jordanie, franchement, je ne comprends pas trop la logique. Les envoyer là-bas, c'est comme si on recevait un rapport disant que l'Iran attaque un navire précis avec des vedettes rapides iraniennes sur place. Le temps qu'on alerte les avions, qu'ils décollent et qu'ils aillent frapper les cibles iraniennes, il se sera passé 45 minutes, peut-être 1 heure. Et entre-temps, la situation sur le terrain aura changé. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment réfléchi à tout ça. Oui, ils peuvent s'en servir pour attaquer des navires iraniens, mais ils oublient toujours qu'en retour, l'Iran va riposter avec des missiles balistiques. Et dans ce cas précis, ce serait contre la base aérienne Mouafak al-Salti. Oui. Larry, je voudrais parler de la politique étrangère des États-Unis. Hier, c'était le 4 juillet, et tout le monde sait à quel point cette date est importante pour les États-Unis, pour leur histoire. C'était le 248e anniversaire de l'indépendance du pays. Un moment vraiment essentiel. Et je pense qu'en approchant de l'année 2026, les États-Unis font face à de nombreux défis. Mais avant d'en venir à ma question, voici ce que Donald Trump a dit à propos de la fête de l'indépendance.
Le public le plus extraordinaire au monde. Mais notre pays ne fait que commencer, parce que le meilleur reste à venir. C'est seulement l'aube de l'âge d'or de l'Amérique. Et en ce 250e 4 juillet, nous déclarons, comme ils l'ont fait il y a 2 siècles et demi, que pour notre pays, pour nos enfants et pour la cause de la liberté, nous allons porter notre nation à de nouveaux sommets, à des niveaux encore jamais atteints. Nous allons la rendre plus grande, meilleure, plus forte, et nous allons l'aimer encore davantage. Et je vais m'en de mes shirts non. And I just want to thank you and the inconvenience. Yeah. Here is what he said, Larry. Oui. Looking at the history of the United States. Voilà ce qu'il a dit, Larry. In many ways is amazing in my Regarder l'histoire des États-Unis, c'est à bien des égards fascinant, à mon avis. Parce que tu vois, leur indépendance vis-à-vis des Britanniques, ils se sont battus si durement pour être indépendants. Ils ont connu, vous avez connu, le colonialisme puisque vous étiez une colonie de l'Empire britannique. Et après des années de lutte, il y a eu le jour de l'indépendance. Et quand on regarde les États-Unis aujourd'hui, la plupart des gens diraient que la politique étrangère américaine actuelle découle d'une doctrine d'un homme que tu connais personnellement, Wolfowitz. Cette doctrine est toujours en vigueur, et ses principes essentiels restent les mêmes. Aucune superpuissance et aucune puissance régionale. Il faut tout faire pour riposter, pour essayer, vous savez, de les détruire, ou au moins de les affaiblir dans la région. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de superpuissance, ni de puissance régionale. C'est la politique des États-Unis telle qu'on la voit en 2026, avec 2 guerres, 2 conflits actifs, l'un contre une superpuissance, la Russie, en Ukraine, et l'autre contre une puissance régionale, l'Iran, en Asie de l'Ouest. Et ces 2 guerres sont en cours, pendant qu'on parle. Pensez-vous que les États-Unis traversent encore une crise d'identité? Ou comment faut-il comprendre cela? Qu'est-ce que ça signifie pour les États-Unis dans les années à venir? Parce que Donald Trump parle d'un avenir meilleur, il dit que les prochaines années seront bien meilleures et que le pays va beaucoup progresser. Est-ce vraiment le message qu'on reçoit de la politique étrangère américaine? En fait, je pense que c'est une question d'identité, que les États-Unis, le peuple américain, ont un peu oublié qui ils sont ou qui ils sont censés être. Alors, laissez-moi raconter une petite histoire. L'un des fondateurs du pays est un homme dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Il s'appelait Charles Thomson. Charles est né en Irlande, dans le comté de Derry, en 1729. Et 10 ans plus tard, en 1739, soyez cinéma. Way back in 1729, and in 1739, his father, John Thompson, and he had 6 other sons. John Thompson et ses 6 frères et sœurs, ou peut-être 5, ont embarqué sur un navire pour l'Amérique. Ils étaient presbytériens d'origine écossaise et irlandaise. Leur idée, c'était de s'installer en Pennsylvanie ou dans les Carolines. À l'époque, il y avait ce conflit en Irlande entre catholiques et protestants, et je suppose qu'ils cherchaient à fuir tout ça. Mais à la fin du voyage, alors qu'ils apercevaient déjà les côtes du New Jersey, John Thompson est mort. Le père de Charles est mort. Charles n'avait que 10 ans à ce moment-là. Ils ont accosté, et honnêtement, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé ensuite. Le frère aîné de Charles, William, est parti en Virginie, il avait 17 ans. Et Charles, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé seul. Un forgeron du coin l'a recueilli, a dit « c'est un garçon intelligent » et a commencé à l'envoyer à l'école. Et finalement, il est allé dans ce qu'on appelait l'école latine, où il est devenu complètement bilingue en grec et en latin. Il enseignait à l'université, mais ensuite il s'est lancé dans les affaires, donc il n'est jamais devenu avocat.
Pendant cette période, il a fait la connaissance de la tribu des Lenapes, les Indiens Delaware, et il a noué avec eux une relation particulière, à une époque où la plupart des Européens exploitaient les Amérindiens, les trompaient et les manipulaient. Ce Charles Thompson s'est forgé une réputation d'homme qui dit la vérité. Ils lui ont donné un nom indien, Waiwula Mohind, ce qui veut dire « l'homme qui dit la vérité ». Ce qui rendait Charles Thompson exceptionnel, c'est qu'il s'est beaucoup engagé pour chasser les Britanniques d'Amérique et permettre aux Américains de prendre en main leur propre destin. En fait, il était ami avec Benjamin Franklin, qui décrivait Thompson, il l'appelait le Sam Adams de Philadelphie, pour dire que c'était l'homme le plus responsable de l'organisation et du maintien de l'esprit révolutionnaire à Philadelphie, qui était alors la capitale de la Pennsylvanie. Et ça a continué jusqu'à la création du Congrès continental. Maintenant, il faut savoir que Thompson avait déjà aidé, même s'il n'était pas avocat. Il avait témoigné dans une affaire judiciaire et apporté des preuves contre la famille Penn. Vous savez, ceux qui avaient fondé la Pennsylvanie. Mais ils essayaient de voler des terres aux Indiens, et il est intervenu. Et en fait, l'affaire a été tranchée en faveur des Indiens. Alors, il n'était pas vraiment populaire parmi l'élite, tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État profond, si on veut. Eh bien, au final, même s'il n'était pas délégué au Congrès continental, il a été choisi comme secrétaire de ce Congrès. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. La Déclaration d'indépendance, le texte a été rédigé par Thomas Jefferson, mais le document lui-même, celui qu'on peut voir aux Archives nationales, c'est l'écriture de Charles Thompson. C'est lui qui l'a recopié. Et la toute première lecture publique de la Déclaration d'indépendance n'a pas eu lieu le 4 juillet, mais le 9 juillet 1776. Et parmi les signataires, il y avait lui, avec John Hancock. Ce n'est que le 2 août que les autres membres du Congrès continental, comme John Adams, Benjamin Franklin et les autres, ont vraiment signé le document. Donc, c'est bien le 2 août qu'ils l'ont signé. Mais c'est Thompson qui a été le premier à lire cette déclaration en public et à dire « Voici notre déclaration. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes naissent égaux et qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables. C'est lui, le premier en Amérique, à l'avoir lu à voix haute. Pensez-y, un jeune Irlandais perdu, un orphelin. Sa mère était morte en mettant au monde sa petite sœur, et son père est mort avant d'avoir pu le retrouver. Alors, d'une certaine façon, on peut dire que c'était un homme qui s'est fait tout seul. Mais il a gardé ce document dans sa possession. Il a gardé l'original de la Déclaration d'indépendance jusqu'à ce que le gouvernement soit officiellement organisé en 1789. À ce moment-là, il a remis le document et il est resté sous le contrôle du gouvernement des États-Unis. Et ensuite, eh bien, il n'a pas fait partie du nouveau gouvernement. Il a simplement disparu en quelque sorte. Mais il était aussi connu pour autre chose. En fait, il a traduit la première version grecque, la Septante, la version grecque de la Bible. Il l'a traduite en anglais. C'était donc un homme remarquable qui incarnait un peu ce que les Américains sont censés être. Et si je parle de lui, c'est parce que c'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-oncle. Je descends du clan Thompson, de son frère aîné, William. From the Thompson clan, from his older brother William. Now, I hold him up as. Moi, je le prends comme exemple. Voilà un homme qui a vraiment accompli des choses importantes, des réussites critiques dans les débuts de la formation des États-Unis. Et pourtant, il est largement méconnu. Mais à l'époque, leur but n'était pas de s'impliquer dans des conflits étrangers. L'essence même de la Révolution américaine, c'était justement d'éviter ça, de rester à l'écart des guerres extérieures. En d'autres termes, s'occuper de nos affaires, rester chez nous
et travailler à libérer notre propre peuple. Et vous savez, je suis fier du fait que cet homme, dans ses relations avec les Amérindiens, ne correspondait pas au stéréotype qui malheureusement s'est imposé aux États-Unis au XIXe siècle, celui de l'exploitation des peuples autochtones, du vol de leurs terres et de la destruction de leur nation. Lui, il était différent. Yeah. I think the history matters the most and Je pense que l'histoire, c'est ce qui compte le plus. Et ce que vous venez de dire est vraiment important dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Quand on voit par exemple l'ambassadeur américain en Israël dire que tout ce que nous avons dépend d'Israël, à cause d'Israël et pour Israël, à quel moment, Larry, dans l'histoire des États-Unis, ce basculement a-t-il eu lieu? À quel moment en est-on arrivé à se voir comme totalement dépendant d'Israël et de l'avenir d'Israël? dependent on Israel and the future of Israel. Well, Because, yeah, go ahead. well, no, I say, Oui, allez-y. Non, je dis que ça ne s'est pas produit en un seul moment. Vous voyez, j'ai grandi pendant toute cette période. Dans les années 50, enfin juste avant ma naissance, quand Israël, la France et la Grande-Bretagne ont essayé de prendre le contrôle du canal de Suez, Dwight Eisenhower, le président Eisenhower, a dit « Pas question, retournez à votre place ». Il a empêché que ça se produise. Je ne veux pas dire qu'un groupe de sionistes influents se soit réuni en disant « Tiens, faisons ça ». Mais, vous savez, je pense qu'il y avait un peu de ça. Parce que quand le film Exodus est sorti avec Paul Newman, et je crois que c'était Eva Marie Saint qui jouait à ses côtés, ce film racontait cette histoire. En fait, c'était la version moderne de David contre Goliath, avec les sionistes dans le rôle de David face au Goliath des nations arabes, qui voulaient les écraser simplement parce qu'ils voulaient être libres. C'est devenu une partie de la culture américaine. Mais à l'époque, ça ne s'est pas forcément traduit par un soutien politique. Parce qu'au même moment où ce film sortait, John F. Kennedy commençait à essayer d'empêcher Israël d'obtenir l'arme nucléaire. Et je pense qu'il existe des preuves convaincantes montrant qu'Israël a été impliqué dans l'assassinat de John F. Kennedy. Pourtant, tout ça a été balayé sous le tapis. Lyndon Baines Johnson, lui, était un sioniste de la première heure. Il avait une relation avec une femme qui avait des liens avec le Mossad. Donc il était, disons, manipulé, et en plus, il a même réussi à en tirer un certain profit. Tu sais, c'était un président incroyablement corrompu. Ensuite, on entre dans la guerre des 6 jours en 67. Là encore, Israël l'emporte. Ça renforce cette image de David contre Goliath. Puis on arrive à la guerre du Kippour, en 1973. Et là encore, Israël l'emporte face à la Jordanie, à l'Égypte et à la Syrie. C'est aussi à cette période que l'USS Liberty a été attaquée. Et ça, c'est complètement... Enfin, l'affaire de l'USS Liberty s'est passée quand Lyndon Johnson était président. Je crois que c'était en 67. Et tout ça a été totalement étouffé, complètement dissimulé. Donc il y a eu un effort, une sorte de propagande, pour présenter Israël comme un pays juste et vertueux. En fait, au sein du mouvement évangélique, tout ça est perçu comme l'accomplissement d'une prophétie. La création de l'État d'Israël, c'était, pour eux, la réalisation d'une prophétie annonçant les événements qui doivent se produire avant le retour de Jésus. Et donc, ça devient ensuite une partie du récit officiel. Tout ça, je pense, s'est vraiment consolidé après les attentats du 11 septembre. Parce qu'Israël, selon moi, a joué un rôle direct en laissant faire. Il savait que le complot était en cours, tout comme certains au sein de la CIA. On peut dire que ça a été délibérément autorisé, ou bien que c'était simplement un cas où la main droite ne savait pas ce que faisait la main gauche. Je laisse chacun en débattre. Mais ce qui est clair,
c'est que, du point de vue sioniste, cette attaque allait servir de prétexte pour que les États-Unis envahissent l'Afghanistan, puis l'Irak, et finissent par éliminer la Syrie. En gros, ce plan visait à faire disparaître tous ces pays arabes et musulmans situés en périphérie. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'AIPAC est vraiment devenu une force puissante dans la politique américaine. Au cours des 25 dernières années, ils sont devenus de plus en plus ouverts, année après année. Et je pense que 2026 sera marqué comme l'année où ils auront enfin franchi la ligne. La combinaison du génocide infligé au peuple palestinien, les Palestiniens musulmans, les Palestiniens chrétiens, et de l'ingérence directe et flagrante dans la politique intérieure américaine. Voilà ce qui a tout changé. Il n'y a pas eu un seul moment précis, mais je pense que cette influence est devenue particulièrement envahissante au cours des 25 dernières années. Quand on regarde les racines de ce soutien à Israël, Israël, à la base, c'est un projet britannique. Ça l'a été en tout cas. Et je ne sais pas vraiment comment ça a été transmis aux États-Unis. Selon vous, d'où vient ce soutien? Est-ce qu'il vient de l'Empire britannique? Est-ce qu'il vient de l'establishment britannique? Ou bien est-ce que tout ça a été fabriqué aux États-Unis? Je me souviens que, et Israël, toute cette région, la Palestine, la Judée, la Samarie, peu importe le nom qu'on lui donne, c'était une création coloniale, née de la Première Guerre mondiale, après la défaite de l'Empire ottoman et sa perte de contrôle sur ce territoire. Et donc, à partir de là, on a créé ces pays artificiels. Moi, je les appelle artificiels. Le Liban, par exemple, existait, mais il n'avait pas vraiment d'identité nationale. C'était un mélange de sunnites, de chiites, de druzes et de chrétiens. C'était pareil pour la Syrie, pareil pour l'Irak, pour la Jordanie. Les frontières de ces pays n'étaient pas liées à une identité nationale forte. Dans bien des cas, elles traversaient des zones où vivaient des tribus. The tribal identity carried more weight, and they were on both sides of some of the borders. So I guess the failure to have at the end of World War II, the British power had started to erode. That World War II really marked the beginning of the end for the British Empire, because before that, it was still struggling to, maintain control of India and, South Africa. And so it began losing its grip on power. And remember, during the terrorist groups in Israel, the Irgun and the Stern Gang, each of those headed up by a man who later became, in each case, became a president. Menachem Begin became president or the prime minister of Israel, as did Yitzhak Shamir. But, they were terrorists in the Exercite violence at fait to effect. For killing, inflicting violence for political purposes. And their attack on the King David Hotel, put them at odds. Et leur attaque contre l'hôtel King David, vous savez, les a mis en conflit avec les Britanniques. Du coup, les Britanniques s'en sont un peu retirés. Et c'est en fait les États-Unis qui ont joué le rôle décisif lors du vote aux Nations Unies, en partie grâce à Harry Truman. Et Truman, eh bien, si vous allez à la bibliothèque Truman à Independence, il y a toute une présentation dans une petite salle où l'on raconte l'histoire de la relation de Truman avec son ancien associé qui était juif et qui est intervenu pour le supplier de soutenir la création de l'État d'Israël. C'était donc un projet sioniste qui a abouti après la Seconde Guerre mondiale avec l'aide de Harry Truman. World War II with the help of Harry Truman. Oui, je pense que ce qui s'est passé en Europe en matière de nationalisme, c'est important, parce que le nationalisme faisait partie de ce qui se passait à cette époque-là, en Europe. Et la raison pour laquelle on a essayé de pousser le peuple juif hors d'Europe faisait partie de ce mouvement. Vous aviez le gouvernement britannique, le sionisme qui a été créé surtout par des chrétiens, principalement au Royaume-Uni,
Et puis, vous aviez le peuple juif. Cette idéologie a trouvé un certain écho dans la communauté juive, du moins chez une partie d'entre eux. Et ensuite, on les a envoyés en Asie de l'Ouest. Là-bas, ils allaient avoir leur terre, leur nationalisme, et ils allaient y créer leur pays. D'après ce que j'ai compris, tout ça tournait autour de l'agenda européen en Asie de l'Ouest. Parce qu'avec la création d'Israël, on se débarrassait des Juifs en Europe en les envoyant en Asie de l'Ouest. Il faut être honnête, les Européens détestaient les Juifs à cette époque. Vous voyez, tout le concept d'envoyer le peuple juif en Asie de l'Ouest reposait sur la haine. Ensuite, on voit l'agenda se mettre en place. Un nouvel État en Asie de l'Ouest. Et en parallèle, la région découpée comme une colonie. L'Empire britannique a divisé tout le secteur en petits États. C'est comme ça qu'on voit apparaître l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman. Le désert d'Oman, à l'époque, c'était tout un seul territoire. Aujourd'hui, on a deux États, les Émirats arabes unis et Oman. Mais à l'origine, tout ça, c'était le désert d'Oman. On l'appelait comme ça. Maintenant, on a deux pays distincts. Tout ça a été façonné par l'Empire britannique. Et si on regarde la direction du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats, tout vient en réalité d'Arabie saoudite, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite. Ces dirigeants viennent des mêmes familles, du même milieu. Et puis, il faut se rappeler que le gouvernement britannique contrôlait le pétrole iranien. Pendant de nombreuses années, ils ont exercé un contrôle direct sur l'Iran et donc une domination totale sur l'Asie de l'Ouest. Et c'est ça, le point central de toute cette histoire. Il s'agit du pétrole, du contrôle de l'énergie. Avant qu'on se rende compte qu'ils avaient d'immenses réserves de pétrole, qu'ils étaient riches de cette ressource, personne ne s'y intéressait. C'était juste une terre lointaine, un endroit exotique dont personne ne se souciait vraiment. Je pense que le problème a commencé quand il y a eu, vous savez, la nationalisation du pétrole iranien dans les années 1950, à l'époque de Mossadegh. Puis, la destitution de Mossadegh et l'arrivée du Shah d'Iran au pouvoir, ou en tout cas sa domination sur tout le système politique iranien. Mais ce qui était vraiment important, c'est qu'on allait diviser tout l'Ouest asiatique en petits États pour ensuite dominer, gouverner, contrôler absolument tout. Aujourd'hui, si on compare avec ce qui s'est passé à cette époque et ce qu'on voit maintenant, Israël essaie, d'une certaine manière, d'étendre son territoire. Mais on sent aussi une nouvelle forme de compréhension qui émerge dans l'esprit des dirigeants de la région. Les États-Unis, eux, gardent, vous savez, le même type d'agenda que celui de l'Empire britannique à l'époque. Je ne sais pas, quel est le sentiment à Washington? Est-ce le même agenda que celui de l'Empire britannique? Ou est-ce quelque chose de nouveau? Ils veulent littéralement mettre Israël à la tête de l'Asie de l'Ouest. D'après vous, qu'est-ce que cela signifie? Non, je ne pense pas qu'il y ait un objectif de mettre Israël aux commandes. Je crois que l'idée, c'est plutôt de s'assurer qu'Israël ne fasse face à aucune menace militaire, ni à aucune opposition, pour qu'il reste la principale puissance militaire de la région. Mais au fond, tout ça tourne encore autour du même enjeu. Garder le contrôle, autant que possible, sur les sources d'énergie pour l'Occident. Et c'est l'un des vrais défis auxquels Trump est confronté en ce moment. J'en ai déjà parlé avec vous. La fermeture du détroit d'Ormuz, le 28 février, ne signifiait pas la fin des livraisons de pétrole vers les États-Unis depuis le Golfe Persique. À ce moment-là, il y avait déjà des pétroliers en haute mer qui avaient quitté le détroit d'Ormuz le 28 février. Et il leur a fallu environ, ce dernier pétrolier a mis à peu près 42 jours pour arriver aux États-Unis, ce qui nous amène autour du 8-10 avril.
Eh bien, est-ce que ça vous étonne que ce soit justement à cette date que les États-Unis ont commencé à vouloir obtenir un cessez-le-feu avec l'Iran? Moi, je ne crois pas aux coïncidences. À ce moment-là, ils ont compris qu'il fallait rouvrir le détroit d'Ormuz et relancer le flux de pétrole. Et ça reste en quelque sorte l'objectif essentiel, parce que la manière dont le système de raffinage américain est conçu, la façon dont ces raffineries sont construites, c'est pour traiter du pétrole à forte teneur en soufre. Et dans ce pétrole, ce qu'ils appellent les distillats moyens, environ 25 à 30% de chaque baril servent à produire du diesel et du carburant pour l'aviation. Ce sont les deux carburants essentiels qui font tourner l'économie américaine. Pas l'essence que vous mettez dans votre voiture, mais le diesel et le kérosène. Et aux États-Unis, avec la façon dont le système de raffinage est conçu, même si le pays est indépendant pour le pétrole brut léger ou brut doux, les raffineries ne sont pas configurées pour produire du kérosène et du diesel à partir de ce brut léger. Elles ont besoin du brut lourd, celui qui contient plus de soufre. Et sur ce type de pétrole, les États-Unis sont importateurs nets. Alors, la question, c'est comment fait-on pour faire sortir ce pétrole du détroit d'Ormuz? C'est là-dessus que les États-Unis se concentrent en ce moment. Ils veulent rouvrir le détroit. Mais si on remonte au 15 avril, ils n'ont toujours pas réussi à le faire. Donc c'est seulement depuis, disons, la dernière semaine ou deux, que le pétrole, enfin depuis environ 18 ou 19 jours, que le pétrole a recommencé à sortir du golfe Persique. Sauf que ce pétrole-là ne va pas vers les États-Unis, il part vers l'Asie. Et c'est, je pense, ce qu'on observe aujourd'hui, une période où le contrôle que les États-Unis exerçaient autrefois sur cette région, qu'ils pensaient encore maîtriser, a disparu. On voit des signes que les Saoudiens et les Qataris s'éloignent de leurs relations militaires et diplomatiques traditionnelles avec les États-Unis. Le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, eux, ils restent encore un peu les fidèles alliés de Washington, mais pas le Qatar ni l'Arabie saoudite. Là, c'est différent. Tu penses, Larry? Tu disais qu'ils veulent qu'Israël domine la région sur le plan militaire. Ça veut dire que personne ne pourra affronter Israël, ni avoir le moindre avantage sur lui. Exactement. Mais on a une région qui est totalement différente de l'image que veulent les États-Unis ou qu'Israël veut. Parce qu'on a l'Iran, on a la Turquie. Ce sont deux pays très importants dans la région. On a aussi le Pakistan, qui est en train de redéfinir son rôle. Et c'est à mon avis un point essentiel, surtout dans le contexte des négociations entre l'Iran et les États-Unis. On voit bien le rôle important du Pakistan. Et Israël, d'une certaine manière, perçoit ces trois pays comme une menace pour son avenir. Et c'est là qu'intervient le rôle des États-Unis. Est-ce qu'ils vont s'opposer à ces pays? Est-ce qu'ils vont agir d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'ils vont soutenir l'agenda israélien dans la région? Ou bien est-ce qu'ils vont suivre leur propre agenda, leur propre stratégie? C'est, je pense, la crise d'identité dont j'ai déjà parlé à propos de l'Asie de l'Ouest. Eh bien, tout ça est entièrement provoqué par la montée de ce que j'appellerais les sionistes radicaux, les colons, les Ben-Gvir, les Smotrich, qui sont intolérants envers les Palestiniens. C'était fascinant. Hier, quelqu'un m'a montré un extrait vidéo de Randy Fine, ce membre du Congrès corpulent, qui est aussi un ardent sioniste. Et il affirmait qu'il n'y a jamais eu de Palestiniens, que les Palestiniens seraient une invention artificielle des Soviétiques, créée dans le cadre de la guerre contre l'Occident. Or, il se trouve que la première mention de la Palestine vient d'un écrivain grec, Hérodote. Donc on parle de plusieurs siècles avant la naissance du Christ. Hundreds of years before Christ was born. So,
Alors, vous voyez, pour ce qui est de l'affirmation de Randy Fine, selon laquelle il n'y aurait rien sur les Palestiniens, la première fois que les Arabes, les habitants de cette région qui n'étaient pas juifs, ont été décrits comme des Palestiniens, c'était dans une traduction d'un document russe datant de 1898 qui les identifiait comme tels. Donc, même l'idée de Fine selon laquelle ce serait une invention des Soviétiques. Désolé, mais l'Union soviétique n'existait pas encore. On était toujours sous le règne du tsar. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la présence de ces Palestiniens, elle a toujours existé. Ils n'ont pas formé de gouvernement national, parce que, malheureusement, la Palestine a un peu toujours été comme un ballon de football qu'on se renvoie d'un camp à l'autre. Palestine has been a bit of like a football kicked back and forth. The Romans controlled it, and then les Romains l'ont contrôlé. Puis il y a eu d'autres, disons, petits dirigeants venus de l'extérieur. Les musulmans ont pris le pouvoir et ensuite l'Empire ottoman a fini par s'imposer et l'a contrôlé pendant au moins 600 ans. Mais le fait que ces populations aient toujours vécu sous une forme de domination étrangère ne veut pas dire qu'elles n'avaient aucun droit sur cette terre. Et maintenant, ces sionistes radicaux arrivent en disant qu'ils n'ont aucun droit, qu'ils sont Amalek, qu'ils doivent être détruits, qu'Israël s'étend du fleuve à la mer jusqu'à l'Euphrate. Donc, les ambitions d'Israël sont, disons-le, des ambitions territoriales qu'on n'a pas vues depuis Adolf Hitler, et sa volonté de s'emparer des terres à l'Est aux dépens des Russes. C'est donc quelque chose de nouveau, et maintenant, on le voit dans les commentaires belliqueux et les menaces qui viennent de plusieurs Israéliens, y compris Naftali Bennett, contre les Turcs. Franchement, on se demande, mais vous avez perdu la tête ou quoi? La Turquie vous fournit, c'est votre premier fournisseur de pétrole, et malgré ça, vous les menacez d'attaque. En plus, d'un point de vue militaire, la Turquie est, je dirais, la principale puissance militaire de la région après l'Iran, surtout en ce qui concerne les forces terrestres. C'est d'ailleurs pour ça que l'OTAN a toujours tenu à garder la Turquie dans ses rangs, parce que la Turquie, c'est la deuxième plus grande armée de l'Alliance. Oui, Larry, tout l'Ouest asiatique, ou plutôt je dirais l'Eurasie, en partant de la Russie jusqu'à l'Iran, le Caucase du Sud, l'Iran, la Turquie, et toute cette région, d'une certaine façon, elle sépare les deux camps, l'Ouest et l'Est. Et je pense que l'avenir dépend énormément de qui va l'emporter dans cette partie du monde, parce qu'elle est cruciale à bien des égards. De la Russie à l'Iran, puis à la Turquie, tout ce territoire est essentiel. On a appris l'importance du détroit d'Ormuz. On connaît le rôle stratégique de la Russie, les ressources de la Russie, de l'Iran et de toute la région. L'Asie centrale, le Caucase du Sud, ce sont des zones clés, aussi bien pour l'Ouest que pour l'Est. Alors, qui est en train de gagner cette partie? Parce qu'au fond, si on prend un peu de recul, le tableau d'ensemble montre qu'on a une superpuissance à l'Ouest, des superpuissances à l'Est, et aussi des superpuissances au centre. La superpuissance au centre, ce serait la Russie. À l'Est, la Chine. Et à l'Ouest, les États-Unis. Je ne vois pas vraiment les Européens entrer dans ce calcul parce qu'ils n'ont pas tant de ressources naturelles. En gros, leur économie dépendait de la technologie. Et aujourd'hui, la technologie ne fait plus vraiment partie de l'économie européenne. Tout part en Chine. J'ai été assez surpris quand j'étais en Allemagne. Tout était fabriqué en Chine. On voit bien que l'économie se dégrade peu à peu. Et c'est un processus long. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit ces 10 derniers jours, ni ces 2 dernières semaines, ni même ces 2 dernières années. C'est un processus énorme qui dure depuis longtemps. Alors, comment voyez-vous la situation d'ensemble et la manière dont les États-Unis envisagent la région, toute la région? Êtes-vous tellement concentré sur Israël et sur le fait de combattre tout le monde? Avez-vous une stratégie globale quand il s'agit de la Russie,
de l'Iran, de la Turquie et de l'ensemble de la région. Bon, reconnaissons que cette région est importante uniquement à cause du pétrole. Maintenant, on commence à voir des signes d'un possible éloignement d'une économie fondée sur le pétrole. Mais, honnêtement, je ne pense pas que ça va vraiment se produire de sitôt, parce qu'il y a encore énormément de choses issues de l'industrie pétrochimique qui sont essentielles à la vie. Les engrais, par exemple. Leur production dépend du soufre et de l'urée. L'hélium, qui provient de l'exploration et de l'extraction du gaz naturel liquéfié, est aussi crucial pour fabriquer des puces informatiques, entre autres. Donc ces pays vont rester au premier plan. Alors, la question c'est, est-ce qu'ils vont vraiment se détacher de l'Occident? Eh bien, on aime entretenir la fiction selon laquelle ils sont indépendants. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on trouvait plus de 15 bases militaires américaines réparties un peu partout, des Émirats arabes unis, au Qatar, en passant par Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Koweït. Les États-Unis ont d'ailleurs été contraints de réduire leur présence en Arabie saoudite. Mais là encore, les Saoudiens se sont retrouvés dans une situation où on leur a demandé d'acheter des bons du Trésor américain. En gros, ils aidaient les États-Unis à financer toute leur guerre en échange d'une protection. Vous savez, les États-Unis ont dit « D'accord, on est là pour vous, on vous protégera ». Eh bien, on a vu pendant cette guerre avec l'Iran que finalement, les États-Unis n'ont pas pu protéger les Saoudiens. Donc, le pétrole va rester dominant. Maintenant, quand on regarde les transitions vers d'autres sources, comme les véhicules électriques, c'est là qu'on voit la Chine. La Chine a très vite pris l'avantage dans ce domaine et elle va continuer à le contrôler. Et puis, il y a aussi l'extraction des différents minerais rares un peu partout dans le monde, ceux qui sont indispensables à la fabrication de nombreuses technologies modernes, des moteurs, des aimants, et ainsi de suite. Encore une fois, avec la Chine qui contrôle cet aspect-là, elle est bien placée pour maîtriser ce processus dans un avenir prévisible. Voilà donc à quoi les États-Unis sont confrontés. Ils font face à un défi, dans la mesure où les Saoudiens et les Qataris ont été, en gros, poussés par Washington à ne pas assister aux funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei. Et pourtant, ils y sont allés quand même, ce qui revient à dire aux États-Unis d'aller se faire voir. Si ce que Pépé et moi entendons de notre source pakistanaise est exact, les Pakistanais pensent qu'ils sont en position d'aider à forger une nouvelle alliance militaire, disons pan-islamique, avec l'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran et le Pakistan. Ce serait en quelque sorte le noyau d'un ensemble destiné à remplacer les États-Unis. Et il faut aussi reconnaître que, de fait, même si les États-Unis restent implantés en Asie de l'Ouest, le quartier général de la 5e flotte est devenu inhabitable. Donc la présence américaine là-bas, je ne sais pas combien ils étaient exactement, mais je crois qu'il y avait plusieurs milliers de marins, de marines et de membres de l'armée de l'air déployés à Bahreïn. Cette base n'est plus habitable. Et ils ont dû se retirer. Ils sont ailleurs maintenant, en dehors de Bahreïn. De la même façon, pour la base aérienne d'Al Udeid, sa principale fonction, au moins ces 10 dernières années, c'était d'abriter le centre combiné des opérations aériennes, le CAOC, qu'on peut un peu comparer à l'œil de Sauron, vous voyez, dans Le Seigneur des Anneaux. Il observait tout ce qui se passait dans le monde. Le CAOC, lui, regardait aussi loin qu'en Inde, aussi au sud que Diego Garcia, aussi au nord que la côte de la mer Noire en Russie, et aussi à l'ouest que, disons, Chypre. Il contrôlait donc toute cette zone. Mais ça, c'est fini. Il a été fermé, en partie parce que les radars essentiels à son fonctionnement n'existent plus, ils ont été détruits.
Et le personnel, qui était auparavant exposé, se trouve maintenant sur une base de l'armée de l'air en Caroline du Sud. Donc les États-Unis, à cause de cette guerre, ont déjà dû se retirer de la région. Pas officiellement, mais dans les faits, ils ont dû se retirer. Not officially, but in practical effect, they've had to withdraw. Looking at what Donald Trump said yesterday, he says Quand on that regarde only ce que Donald 40 Trump a dit people hier, now il in the affirme United States que la seule menace qu'il ressent aujourd'hui contre les États-Unis, c'est le communisme. C'est exactement le même type de rhétorique qu'à l'époque de l'Union soviétique. La lutte entre les États-Unis, les capitalistes et les communistes en Russie et en Union soviétique. Mais il n'y a plus d'Union soviétique. Même la Chine n'est plus communiste. Ils ne se définissent pas comme un parti communiste, même s'ils ont toujours le parti communiste. Le système chinois, lui, s'appelle le socialisme aux caractéristiques chinoises. Et le socialisme, c'est très différent du communisme. Socialism is so different from communism, and you see Europe is whoever. Et vous voyez, l'Europe, enfin, quiconque vit en Europe et connaît le système en Europe, en Suède, en Finlande ou en Allemagne, voit bien le type de politique sociale, le socialisme, et toutes ces politiques qui soutiennent les gens, la communauté, la société, surtout en matière de santé et d'éducation. Ce sont deux points essentiels pour les socialistes et pour ceux qui soutiennent ce programme socialiste. Mais il n'y a rien de communiste dans ce qui se passe. Et c'est ce qu'il essaie de dire. Ce qui est important, je ne sais pas s'il se voit encore comme tel. Cette haine envers la Russie vient de ce genre d'agenda. Ce sont des communistes. Peu importe qu'on ait Vladimir Poutine en Russie, le système n'est plus communiste. Mais d'une certaine façon, au fond d'eux, ils se sentent encore communistes. Et ça, c'est contre nous. C'est pour ça qu'on doit les détester, qu'on doit s'opposer à eux. C'est pour ça qu'on continue cette guerre, au lieu d'y mettre fin, même si ça veut dire tuer tous les Ukrainiens, se battre jusqu'au dernier. Comme l'a répété Lindsey Graham, ce sont les Ukrainiens qui mènent cette guerre. Donc, pour les Américains, c'est le meilleur investissement possible. Comment voyez-vous ces deux aspects, le communisme et la haine envers la Russie? Oui, je n'ai pas d'explication. Enfin, j'essaie sans cesse d'en trouver une à cette animosité anti-russe. Ce serait une chose si depuis 1991, le gouvernement russe s'était lancé dans un vaste programme de réarmement, si la Russie attaquait ses pays voisins et renversait des gouvernements, si elle construisait des bases militaires partout dans le monde, pour ensuite utiliser sa puissance militaire afin d'intervenir dans les affaires d'autres pays. Mais ce que je viens de décrire, c'est les États-Unis, pas la Russie. Ce que la Russie est devenue après l'effondrement de l'Union soviétique. Vous savez, l'Union soviétique, c'était un système oppressif. The Soviet was an oppressive system. There is no doubt. Il n'y a aucun doute. Et on l'a vilipendé pour son attaque contre le christianisme sous les soviétiques. Vous savez, dans la doctrine marxiste, la religion était considérée comme, disons, l'opium du peuple. On la voyait comme un autre moyen de contrôler les gens. Mais avec l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu une véritable renaissance du christianisme orthodoxe en Russie. Et ce n'est pas quelque chose de superficiel ou d'artificiel. C'est profond et c'est très répandu. C'est presque un miracle que les chrétiens orthodoxes aient survécu pendant ces 70 années de régime communiste, qu'il n'ait pas été anéanti. Oui, certains ont été envoyés au goulag, en prison. Yeah, there were some that were sent to the gulag, to prison, but it persevered. So, Mais elle a tenu bon. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une fois Poutine arrivé au pouvoir, il impose immédiatement des limites aux oligarques qui travaillaient main dans la main avec les oligarques occidentaux pour piller et dépouiller la Russie. Il met fin à tout ça et rétablit la souveraineté de la Russie sur ses propres ressources. En même temps, du point de vue du gouvernement russe, l'objectif n'est pas de rendre un groupe supérieur à un autre.
Quand je repense à la Russie de 1998-1999, au moment du début de la Deuxième Guerre de Tchétchénie, je suis frappé de voir à quel point la Russie faisait face à une attaque incessante d'extrémistes islamistes radicaux, financés par l'Occident, par la CIA, par le MI6, armés, entraînés et tout le reste. Tout cela dans le but précis de détruire la Russie, de la fragmenter encore davantage, pour qu'elle ne soit plus ce vaste territoire qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. Dans ce scénario, la Tchétchénie aurait été séparée et tous les différents groupes ethniques vivant en Russie auraient été divisés. Mais pendant 10-11 ans, la Russie a combattu cela et l'a vaincu. Et pendant cette période, il y a eu des combats d'une brutalité extrême. Pourtant, à la fin, les populations musulmanes, que ce soit à Kazan ou en Tchétchénie, à Grozny par exemple, ce sont des patriotes russes. Vous savez, je pense au général Abdi Aladinov que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui je suis devenu ami. Donc oui, la Russie représente un défi pour l'Occident, dans la mesure où elle a rétabli l'identité nationale comme principe d'organisation centrale, fondée sur ce qu'on peut appeler des valeurs religieuses traditionnelles et conservatrices, la foi, la croyance en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les chrétiens et les musulmans partagent cette conviction. There is one God. The Christians and Muslims share that. That God created male and female, and that they are. Que Dieu a créé l'homme et la femme et qu'ils sont faits pour s'unir dans le mariage. Pas cette idée qu'il existerait des personnes transgenres ou que l'homosexualité serait acceptable. Ils se sont opposés à ça. Ils ne jetaient pas les homosexuels des toits. Et l'attitude des Russes, c'est plutôt ce que vous faites chez vous, ça vous regarde, mais ne l'exposez pas en public. On ne va pas en faire une valeur nationale. Tout ça entre donc en conflit avec l'Occident, qui est devenu, disons-le poliment, une culture de décadence. Il y a encore des gens qui célèbrent l'idée qu'il n'existe pas d'homme ni de femme et qu'on choisit son genre simplement selon ce qu'on veut croire. C'est là, à mon avis, que se trouve le vrai cœur du conflit. Et pourtant, tout au long de cette histoire, on décrit la Russie comme une sorte de force démoniaque. Et quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à convaincre l'Occident qu'en réalité, Poutine a fait de nombreuses tentatives pour rejoindre l'OTAN et qu'il a été repoussé, d'abord par Bill Clinton, puis par George W. Bush. Donc on se dirige vers une confrontation, tout simplement parce que l'Occident refuse de lâcher prise. Il est obsédé par l'idée de contrôler et de dominer la Russie. Et au fond, je pense qu'il veut avoir la mainmise totale sur les ressources du pays. La Russie est le premier pays au monde en termes de ressources naturelles. Et ça, l'Occident ne le supporte pas. Il faut qu'il en prenne le contrôle. Je pense qu'il faut comprendre le concept du complexe militaro-industriel et le rôle qu'il joue dans la politique étrangère des États-Unis. Notre ami commun, Ray McGovern, a parlé de ce qu'il appelle le MISIMAT, militaire, industriel, parlementaire, médiatique, groupe de réflexion, tout ça ensemble. C'est un nouveau type de phénomène. Ils sont tellement puissants qu'ils redéfinissent la politique étrangère américaine. Et si on regarde ça, région par région, par exemple en Asie de l'Ouest, il faut toujours un épouvantail, comme on dit, l'Iran, pour vendre des armes aux pays du Golfe. Il faut la Corée du Nord pour vendre des armes à la Corée du Sud. Il faut la Russie comme ennemi des Européens pour vendre des armes aux Européens ou à d'autres. C'est une politique qui profite directement au complexe militaro-industriel. On peut dire que les guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, ont été une immense catastrophe stratégique pour les États-Unis. On voit bien le rôle du complexe militaro-industriel et la manière dont il se nourrit lui-même à travers ces guerres. Et je ne vois pas comment les États-Unis pourraient s'en détacher
ou convaincre ce secteur de leur économie de trouver un autre moyen de gagner de l'argent, de faire du profit, sans passer par la guerre. Parce que c'est en fait la recette d'une guerre sans fin. Et ça alimente l'agenda israélien d'un conflit permanent au Moyen-Orient, ou encore l'agenda européen. Je suis vraiment déçu de dire que l'agenda européen, dans cette guerre sans fin contre la Russie, n'a plus aucun sens. Ils ont détruit un pays qui s'appelait l'Ukraine. Il n'y a plus de pays appelé Ukraine aujourd'hui. Si la Russie prend Odessa, ce sera, à mon avis, la fin de l'Ukraine. That's the end of Ukraine, in my opinion. Eh bien, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale qui a tout changé pour les États-Unis. C'est là qu'on s'est soudain rendu compte qu'on pouvait prendre les choses en main, qu'on était les plus puissants. Et à partir de ce moment-là, on s'est donné pour mission d'essayer de contrôler le monde, de le remodeler à notre image. En réalité, c'est vraiment à partir de 1948 qu'on a décidé qu'on pouvait influencer et diriger ce que les autres pays faisaient. Et quand Larry regarde la Russie aujourd'hui, et la Chine, et la façon dont la Chine est, je pense, bien en avance sur tous les autres sur le plan militaire. Elle est bien en avance sur les États-Unis. Je ne sais pas quelle est votre perception de la Chine sur le plan militaire et technologique. Mais technologiquement, ils sont très très en avance sur n'importe quel pays de cette planète. Et avant de passer à votre commentaire, voici ce qu'Obald Trump à propos de Sin by Shis Israeling. Here is what Donald Trump said about China and Russia. Vers la Chine et vers la Russie dans l'espace. Et maintenant, on les devance à grands pas. C'est une très bonne chose. Et ce sont des gens comme ça, comme vous, qui ont vraiment rendu tout ça possible. Merci beaucoup. Yeah. Ah bon? Diriger la Chine et la Russie dans l'espace. C'est bien ce qu'il a dit? Is that what he said? Yeah. Oui, exactement ce qu'il a dit. Oui, à condition d'ignorer les 25 dernières années de ce qui s'est passé. Je crois que c'était en 2004 que les États-Unis se sont tournés vers les Russes en leur disant « Hey, est-ce qu'on peut avoir un aller-retour vers la station spatiale ?» Parce qu'on n'a plus de fusée capable de nous y emmener. Et les Russes ont dit d'accord. Et donc ça a marqué le début d'une grande coopération entre le programme spatial américain de la NASA et le programme spatial russe. Franchement, ça aurait dû servir de modèle pour les relations entre les États-Unis et la Russie. On travaillait ensemble dans l'espace, alors pourquoi pas sur tout le reste? Mais non, impossible. Et puis regardez, la Chine, sur le plan militaire, a, disons, de la masse. Ils produisent plus de navires que nous, ils peuvent produire plus d'avions, tout ce qu'on veut. Mais les Chinois ne sont pas des guerriers, pas du tout. Ils ne l'ont jamais été. Ce n'est pas une culture de guerrier. On l'a bien vu en 1979, quand ils ont envoyé leur armée au Vietnam pour empêcher le Vietnam d'attaquer le Cambodge. D'après ce que je sais, les Vietnamiens leur ont mis une sacrée raclée. Donc, la force de la Chine, ce n'est pas sa force militaire. China's strength is not its military strength. Yes, it's got great technology. Oui, leur technologie est impressionnante, mais on ne sait pas vraiment si tout cela a été testé au combat et prouvé efficace. En revanche, en termes de volume, de masse pure, oui, ils dépassent tout le monde. Ce qu'ils sont devenus sur le plan économique et industriel, c'est incroyable. La transformation de la société chinoise au cours des 54 dernières années, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Passer d'une société essentiellement agricole, avec un fort taux d'analphabétisme, à la société industrielle la plus moderne et la plus productive du monde. Et il continue de progresser, simplement par la force du nombre. Le nombre d'étudiants chinois en ingénierie, en sciences et en technologie. Les avancées qu'ils ont réalisées dans de nombreux domaines sont impressionnantes.
The United States is desperately trying to Les États-Unis essayent désespérément de garder un certain contrôle, mais on voit bien la désintégration de notre propre société, de l'intérieur, à cause, en gros, de la montée d'une société dégénérée. Donc oui, quand on regarde la Chine, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et maintenant, la Chine et la Russie sont partenaires dans une alliance qui est en train de remodeler l'économie mondiale. Cela change complètement l'ordre économique que les États-Unis avaient établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où ils étaient la puissance dominante. Cette époque est révolue. Les États-Unis gardent encore la suprématie du dollar, bien sûr. Je ne dis pas qu'ils sont devenus insignifiants ou qu'ils ne peuvent plus semer le chaos et la destruction dans le monde. Mais leur capacité à tout contrôler et à imposer leurs décisions, ça, c'est terminé. Yeah. Oui. Merci Valerie, c'est Simbuk nous aujourd'hui. Larry, for being with us today. Great pleasure. Oui, c'était un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Oui, c'était important. It was J'espère que les gens ont trouvé ça utile et intéressant, et on se retrouve demain. See you tomorrow. Yeah, Oui, exactement. À demain. tomorrow. Très bien, mon ami. Merci Larry. D'accord, au revoir. Au revoir.